Salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team Catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue dans le monde de WWE Friday Night SmackDown, le 1169e du nom. C'est la 282e review de Friday Night SmackDown de l'équipe Catch-up. On est à Omaha, dans le Nebraska, USA. Aux commentaires de ce SmackDown, c'est toujours Michael Cole et Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Chasurus des podcasts. Je suis votre tonton Catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review, nous sommes en tag team pour décortiquer, encenser, débriefer, décrypter, disserter sur ce Friday Night SmackDown. Rien de tel que mon tag team partenaire gériatrique of the day, l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible, Papy. Salut Papy. Bonjour tonton, bonjour les petits enfants, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien. Bon, à Omaha, Nebraska, on sky un peu les meules, je te cacherai pas quoi. Donc là, il y a besoin la chapka, l'écharpe, les gants, la totale. Mais le petit plaid. Ouais, voilà, exactement. Ouais, on sky un peu là-bas, mais bon, l'ambiance va très vite se réchauffer pour ce Friday Night SmackDown parce qu'on va avoir du beau monde. Alors tiens, pour commencer, mon papy, on va parler du Dark Match of the Day. Alors il y en a eu deux, on parlera celui le dernier à la fin du main event, mais le Dark Match, celui qui a ouvert en fait ce SmackDown pour le public de Omaha, Nebraska. Eh ben écoute, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble. Eh ben, c'était tout simplement Tommaso Ciampa versus Pete Dunne avec une victoire de Tommaso Ciampa. On nous donne pas de timing hein. Sur les Dark Match, on n'a pas le timing. Bah, c'est un petit cadeau, un petit peu de NXT avant d'attaquer le show des grands et des vrais catcheurs. Donc ça continue pour discrètement. Alors je leur souhaite pas le destin de Kisty qui lui a fait une chier de dark match, que ce soit à Monday Night Raw ou à Friday Night SmackDown. Et on a vu la suite, ce que ça a donné. Donc on souhaite pas la même carrière à ces deux-là. Allez, c'est parti. On va ouvrir ce Friday Night SmackDown et c'est les MC. Les MC Uso, les Uso ont du flow, les Uso sont chez eux, le monde merveilleux du show bleu, c'est leur maison, on est chez nous, nom de Dieu. Et ils vont finalement nous ouvrir ce show en nous présentant le match qui va l'opener de la soirée, puisque tout simplement on va avoir droit à un fatal four-way, mon papy, quoi, ça rigole pas, quoi. Et les Usos vont se faire un malin plaisir à annoncer chaque adversaire. Mais bon, qu'à part les New Day, qui est la seule équipe qui les a poussés dans leur dernier retranchement, finalement, ils ont quand même réussi à l'emporter à Day One et à prouver qu'ils sont toujours les meilleurs. Ils font un peu le point sur chaque adversaire potentiel et ils vont appeler, c'est eux qui vont appeler. Alors ça va être assez drôle parce que, et j'ai trouvé ça assez talentueux, en particulier de la part de Jimmy, puisqu'ils vont complètement quitter l'accent un peu wesh hip-hop américain, etc. Et ils vont faire une présentation très sérieuse des équipes. Vraiment en mode announcer et en mode Mike Rom, c'était ou Justin Roberts, et c'était vraiment fun. Et ils vont annoncer les Lotarios, Cesaro et Mansour, voilà, Jinder Mahal et Shanky, une équipe plus traditionnelle, et les Viking Raiders, aussi une équipe plus traditionnelle. Alors, ils vont se faire un petit plaisir, nos amis Uso, puisqu'ils vont super kicker Ivar et Eric, si je ne me trompe pas, avant l'ouverture du match, quoi, histoire de poser la signature move. Hein. Ils vont programmer le match, hein, finalement, c'est eux qui vont booker le match, quoi. Ça va contraster vraiment leur attitude archi décontractée au milieu du ring, avec tous les autres autour, le couteau entre les dents. Donc, c'était assez quelque chose. Donc, on se lance, mon cher papy, vers un number one contender Fatal 4-Way match. Et bah écoute, c'était parti quoi. Et on va avoir un match de quasiment 13 minutes 30 qui va donner un peu à toutes les équipes un peu l'occasion de briller. Un Jinder Mahal qui est un peu revenu en mode 3MB avec les cheveux courts et tout ça, mais qui a gardé quand même la musculature de champion du monde, hein, faut pas déconner. Virman, alors écoutez, je crois qu'avec même le patron dans la review de Raw, on a même oublié d'en parler carrément, mais de toute façon ne vous inquiétez pas puisqu'il a totalement disparu, puisque même ses vignettes n'existent plus. Mais par contre, Shanky et Jinder sont bien là, en méchant heel comme il faut, et ce qu'il faut pour faire briller un peu les babyface du soir, qui sont en l'occurrence les Viking Raiders et Cesaro
et Mansour. D'ailleurs, Cesaro va se retrouver un peu dans un espèce de problème puisqu'ils vont être un peu à la bagarre avec les Viking Raiders et il va tenter d'ailleurs de vouloir placer le swing sur Ivar, mais ça va être un peu compliqué quand même quoi. Ivar va avoir aussi pas mal de soucis sur la fin. Il va se retrouver seul sur une double team des Los Lotarios. Il va réussir à mettre Angel à terre avec un gros Big Senton dans le coin du ring. Finalement, les Viking Raiders vont attraper Humberto avec le Viking Experience au milieu du ring pour le compte de 3. Victoire des Viking Raiders qui se retrouvent donc number one contender des Usos. Usos qui auront passé le match aux commentaires à s'éclater avec Pat McAfee. Voilà, gros segment d'ouverture sur la Tag Team Division du merveilleux monde du show bleu. Papy, c'est parti avec des feux d'artifice cette affaire. Des pétards mouillés, moi j'aurais dit Ah plutôt. ouais. Oh là là. Oh non, Ah, on a un papy grognon aujourd'hui avec un tonton gros oui. Donc c'est bien, ça se trouve vous allez avoir une review contraire. non, mais moi, alors, moi je me suis pas du tout intéressé à ce match-là. Ah ouais. Ça m'a Oh là. pas. Les Usos, effectivement, ont fait une promo sympa à l'entrée, mais c'est chelou comme positionnement parce que du coup ils étaient limite face dans l'affaire. Alors que jusqu'à preuve du contraire, c'est un peu les top heels de la division. L'introduction était sympa, effectivement. Et en fait, ils ont fait le ring announcer pour un match pour le challenger numéro 1. Les participants me bottaient pas des masses. En plus, du coup, les vainqueurs, c'est les Viking Raiders qui ont perdu la semaine dernière clean contre comment ils s'appellent là, les deux cons, Corbin et Matt Catmos, mais qui eux ne faisaient pas partie du Fatal 4-Way en équipe, quoi. Donc, il est pas forcément. Ouais, c'est du reboot, on prend une équipe pour occuper le temps. J'imagine qu'il y aura des vrais adversaires un jour pour les Usos parce que les Viking Raiders, j'y crois plus du tout. Mais donc, du coup, bah, en fait, je me suis pas du tout intéressé au match et donc, du coup, bah, j'ai à peine suivi. Donc, j'ai aucun segment qui m'a marqué dans le match. Eh ben, bah écoute, je partage l'avis à l'exact opposé, quoi, puisque moi j'ai trouvé ça super fun. J'ai trouvé ça enlevé, j'ai trouvé ça belle démonstration de la part, en particulier des Raiders, des Viking Raiders, à qui ça a fait du bien, je pense un peu de repartir sur un match un peu référence, en mettant plein de guillemets au terme référence. Mais et ça animait la Tag Team Division. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ont fait les Usos dans le ring au départ. J'ai pas du tout pris ça sur un truc de top babyface. Leur ton, comment ils ont changé, ils ont basculé en changeant justement l'accent, etc. Pas du tout. Ils se sont foutus de la gueule du public d'Omaha, justement en les traitant un peu de bouseux d'ailleurs dès le départ. Donc moi, je trouvais que c'était parfaitement réussi ce segment. Le match, ni trop long ni trop court, c'était tout ce qu'il fallait. C'était très bien de désigner un number one contender. Là, voilà, ça va mettre un peu d'animation. Il y en aura peut-être d'autres qui vont être encore chauds. Et comme on va en parler un peu plus tard avec les New Day, là, ça va être un peu compliqué. Donc il faut bien animer la Tag Team Division avec les Usos. Donc du coup, pour moi, opération réussie du côté de cet opener de Friday Night SmackDown. Allez, on continue à dérouler cette affaire. Alors, euh, c'est Naomi. Alors, papy. Ah, Naomi. Alors, je sais pas si on va avoir un avis très, très, très opposé sur cette affaire. Naomi, elle va sortir du bureau de Devil, en fait. Lorsque l'autre elle revient sans crier gare, un peu, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la veste de Devil qui est posée sur son canapé, qui signifie que Devil est censé se tenir prête à passer à l'action sur le ring. Finalement, Naomi, elle veut en découdre avec Devil et c'est Adam Pierce qui va venir s'interposer, qui va même poser la veste lui aussi, quoi. Et Devil va terminer par dire que c'est elle qui représente l'autorité. Euh, je sais pas comment tu veux faire, papy. Est-ce que tu veux qu'on parle de l'ensemble du segment sur Naomi ou si tu veux t'arrêter maintenant? On va tout faire d'un coup pour Naomi, parce qu'en plus, j'ai l'impression que t'as quasiment parlé de la fin, là, ou alors j'ai loupé un Non, truc. non, non, enfin, non, parce qu'elle se retrouve, elle s'en va, elle dit ouais, ouais, bah, c'est elle l'autorité, etc. Pas contre Adam Pierce, il fait un truc un peu si ouais, ouais, ok, on verra ça un peu plus tard. Effectivement, on voit ça un peu plus tard au cours du show. Adam Pierce et Sonya Deville sont ensemble en train de se plaindre de la chaleur qu'il fait dans leur. Apparemment, la clim marche pas. Pierce, c'est la maintenance. Deville, elle enlève sa veste, elle se retourne vers qui? Vers Naomi qui rentre dans
le bureau, s'écarter parce que personne ne fait rien pour que Deville continue à abuser de son pouvoir et elle mériterait bien de se faire casser la gueule, un bon beatdown des familles. Perse lui dit que là-dessus elle a quand même raison quoi, hein, sur la plainte sur le match de la semaine dernière, comment elle s'est fait un peu scrouer avec le SmackDown Women's Championship de Charlotte Flair. Il lui dit que bon bah voilà, elle mérite une autre chance. Flair versus Naomi dans un Championship Contenders match, papy, est annoncé pour la semaine prochaine. Et tout en quittant le bureau, Naomi va en profiter pour balancer des mots doux un peu dans sa barbe. Et ça se finira ainsi. Une rivalité qui n'en finit pas malgré tout avec Sonya Deville et Naomi, papy. Ouais, donc en fait, tu remets un peu le truc dans l'ordre. Au début, effectivement, Naomi va chercher les noises à Sonya Deville. Deville utilise la veste en disant ah mais j'ai ma veste donc du coup je suis membre d'autorité, ok, donc elle se barre Naomi. Ensuite il y a tout un jeu avec la clim. Ils ont trop froid, puis ils ont trop chaud, puis ils ont trop Ouais. froid, puis ils ont trop chaud. Donc effectivement au bout d'un moment, tu le vois venir que ça va être qu'ils vont jouer là-dessus pour dire comme ils ont trop chaud, on enlève la veste et du coup elle est plus autorité. Bon c'est un poil gros. Derrière Naomi du coup elle gueule, elle récupère le match contre Charlotte. Euh, je suis étonné en fait que Charlotte soit toujours dans cette affaire en fait. C'est ça que j'arrive pas encore trop à capter. Si c'est est-ce que c'est Charlotte qui est dans l'histoire de Sonya Deville et Naomi ou est-ce que c'est Sonya Deville qui est dans l'histoire de Charlotte et Naomi? On a comme plus l'impression que c'est la première option. Bon, on verra plus tard. En fait, Charlotte, le problème c'est qu'elle a plus du tout d'adversaire, donc ils sont en train de meubler. Ça me fait un peu le même sentiment que la Tag Team Division en fait. C'est que là t'as et ça sera un peu le même sentiment que le main event finalement. Enfin, c'est le problème de SmackDown, c'est que t'as l'impression qu'ils ont absolument pas buildé l'après des grosses rivalités avec des grosses stars, et puis du coup ils se retrouvent emmerdés quand ils ont plus Sacha, ils ont plus les New Day, ils ont plus Brock Lesnar, en fait ils ont rien derrière en fait. Donc du coup ils sont obligés d'inventer un peu des trucs. Ouais, il y a certainement une part d'improvisation dans tout ça, quoi. Ça, je suis assez d'accord. Bon, je sais pas. Je n'y trouve vraiment absolument aucun intérêt. Je ne trouve aucun intérêt au personnage de Sonya Deville. Donc là, en plus, si elle est mise dans une rivalité où voilà, je n'y retrouve rien, on a réclamé à corps et à cri pendant des semaines à Catch-Up le fait que Naomi intègre la Bloodline. Visiblement, c'est tombé dans les limbes. Pourtant, ça serait certainement l'une des meilleures solutions pour cette fille. Et bon, voilà, donc on continue sur cette pauvre rivalité qui vraiment n'apporte vraiment pas grand-chose n'apporte pas grand-chose au show et au final les 3-4 minutes de dépenser sur ces 1h25 de show, elle serait bien mieux à donner de temps entre les cordes ou à des storylines plus intéressantes que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle quoi. C'est un peu intéressant si on avait vraiment l'impression qu'ils voulaient remettre Naomi sur le devant de la scène en fait. Oui, oui, parce Et que le là on truc sent. c'est qu'on a vraiment l'impression que que c'est juste pour passer le temps en fait. Et c'est ça qui fait que du coup c'est pas intéressant. Ouais, ouais, là, je suis vraiment d'accord. C'est vraiment. On sent vraiment que Naomi elle est un peu dans le transitionnel. Allez, on continue, tiens. On continue avec notre ami québécois, notre ami Sami Zayn. Alors, Sami Zayn, il est chaud. Il est chaud bouillant pour le Royal Rumble, chaud bouillant au fait de s'occuper de l'affaire Johnny Knoxville. Il est aussi chaud bouillant, et ça me rassure un peu, sur le fait qu'il n'oublie pas, lui. Il passe. Oh, excusez-moi. Ah, t'as pas. Ça y est, Ah, t'as pensé à Papy, Nakamura, donc du coup t'es malade. Papy, tu vas prendre le play-by-play de secondes de Sami Zayn, là. D'accord, je reprends la main, mais effectivement, voilà, tonton a pensé 2 secondes à Nakamura, et puis du coup, tonton est en train de nous faire une crise d'angoisse vis-à-vis du titre intercontinental qui est toujours dans les limbes et dont on parlera plus tard. Et donc du coup, Sami Zayn, il arrive pour donc déjà annoncer qu'il sera au Royal Rumble juste pour se venger de Knoxville et toute la team là. Il va aussi un peu provoquer Knoxville de mémoire et il va dire attention, moi aussi je suis un fifou, moi aussi je suis un gueudin. Vous allez voir, moi aussi je vais faire des cascades à la Jackass parce que tous les jeunes adorent Jackass. Alors ça, je pense, Sami, que non. Mais enfin, en tout cas, ils sont plus jeunes, les gens qui regardent des Jackass, tout comme les gens qui font Jackass. Et donc, Sami part en coulisses pour se préparer. Je sais pas si tonton, tu es là pour reprendre la main. Ouais, Je continue. ouais.
Ah, excuse-moi, j'ai encore cette quinte de tout, c'est terrible, là, ça me prend en plein truc. Euh, Oui, oui, du coup, Non, bah, c'est bon. non, 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 t'as bien résumé de toute façon, quoi. Et après, il nous explique qu'il y a un nouveau membre de la conspiration contre lui qui a émergé avec Johnny Knoxville. Du coup, maintenant qu'il est officiellement annoncé dans le Royal Rumble match, et ben, il peut faire tout ce que Knoxville veut faire. Alors, il va mettre un casque de skater, hein, un casque de rollerman sur la tête, quoi. C'est le début de sa nouvelle émission, le Insane, et il va monter dans une espèce de caddie. Il y a une rampe qui est installée près du ring, quoi, et il dit qu'il va sauter par-dessus le ring dans le chariot. Bien sûr, il n'en fera absolument rien du tout. Il va monter, il va taunter le public, etc. Et qui va débarquer à ce moment-là? Eh bah, papy, que du bonheur. La ceinture de plomb 2021 est à l'arrière, cachée derrière la troisième corde, prête à mettre un coup. Et c'est ce qui va exactement va se passer. Nakamura va attaquer après l'aide de Rick Books, parce que en fait Nakamura ne va mettre qu'à un seul coup. Il porte beau, hein, sa ceinture de plomb, hein. Il ne mettra qu'un seul coup. C'est Rick Books qui s'occupera du finish et de balancer notre ami Sami Zayn par-dessus la troisième corde sur des tapis qui étaient installés là au préalable quand même pour éviter une chute trop grave pour Sami Zayn. Ainsi se finit ce segment. On va dire qu'il y a quand même deux bonnes infos, en tout cas, dans ce segment. C'est que Sami Zayn est quand même de retour dans la title picture de l'Intercontinental, quoi qu'il en soit, et qu'il rentre dans le Royal Rumble match. Donc ça nous soulage, papy. Oui, moi, c'est un segment que j'ai plutôt aimé jusqu'à finalement l'arrivée de Nakamura où moi, je suis comme toi, dès que je le vois, je m'étouffe en fait, le pauvre Nakamura. Rick Boog avec ses cheveux courts, il s'est fait une petite coupe GRDT, mais c'est pas encore la période. Et sinon, bah, que dire de plus? J'ai plutôt aimé en fait finalement ce segment-là, c'est con à dire, parce que j'ai trouvé que Sami Zayn il cabotine à mort puis qu'il est vraiment, vraiment super à l'aise en ce moment avec son personnage, que le public lui mange la main, ça y a aucun problème là-dessus. Et puis ouais, à la fin en fait ce qui se passe c'est que la cascade de Sami Zayn c'était de prendre le tremplin dans son chariot, de passer par-dessus le ring et de ratterrir en fait sur un matelas avec une cible qui était posée sur la Ouais, table des commentateurs en fait, c'est derrière le ça, ouais. ring. Et du coup, en fait, c'est Boogs qui, du coup, passe Zayn dans la cible à la fin. Ça fait un peu, ça clôture le segment. Finalement, je pense que le public en a eu pour son argent, eu son payoff sur ce segment. C'était plutôt fun. C'est pas le pire que j'ai vu avec Boogs et Zayn. Nakamura, bah, Nakamura, quoi. Je comprends que tu t'étouffes plutôt que d'en parler. Ouais, ouais, voilà, ça continue. On est le 14 janvier 2021 dans ce Friday Night SmackDown. Et finalement, rien de neuf sous le soleil de Shinsuke Nakamura. Allez, on le quitte justement et on va avoir un match féminin. On a un match d'un single puisqu'on a Aliyah qui affronte Natalia. Alors avant le combat, hein, Aliyah elle apparaît comme très très émue quoi dans cette bande bleue face à la vétéran quoi, qui arrive avec son bouquin en expliquant qu'elle a 3 records Guinness à son actif à la WWE et qu'elle est en quête d'un quatrième. Et là, le match va commencer avec Natalia qui va attaquer Aliyah avant la sonnerie quand même, hein. Et finalement, Natalia va frapper Aliyah dans le coin à plusieurs reprises avant que ça commence. L'arbitre va contrôler Aliyah un peu pour voir si elle peut continuer le match. On pense un peu à la blessure, on a un peu peur pour la jeunette. Finalement, Aliyah crie à l'arbitre qu'elle peut y aller, qu'elle est prête. L'arbitre sonne la cloche. Et là-dessus, 1, 2, 3, et oui, vous l'avez compris, roll-up, le roll-up qui tue. Aliyah bat Natalia en 3 secondes, point 17. Et direct, la WWE nous annonce que c'est un nouveau record dans l'histoire de la WWE avec cette victoire par roll-up en 3 secondes 17. Alors, mon papy, sais-tu qui était le détenteur du record avant Aliyah? 3 secondes 8, c'est pas Kane sur. Ah, c'est peut-être pas lui en fait. Ah non, c'était le Rock sur Eric Rowan, non? Et non. Ah merde. Il fait partie, effectivement, c'était le troisième dans la liste, ce match-là. Enfin, maintenant, dorénavant, c'est le troisième, c'était le deuxième à la base. Et Ah, effectivement, il Eric avait pas Rowan eu. versus The Rock en 6 secondes. Mais il y avait un match qui était Parce qu'il y a encore eu devant. Kane Chavo, mais qui était un peu plus long de mémoire. Ouais, 9 secondes. Et alors, du coup, qu'est-ce qui a fait moins que 6 secondes? Je l'ai pas en tête. Non, est-ce que c'est. Et Je sais que c'est 3 secondes 8, mais je l'ai pas en tête. je te le donne. Le record était donc auparavant détenu par The Rock lors de la Survivor Series 1998, une victoire de 4 secondes contre le Big
Bossman, qui était donc Oh, un record tenu donc depuis 24 ans par The Rock, quoi. Donc voilà, Alia effectivement ressort derrière, folle de joie, un plaisir absolu pour la jeune catcheuse. Euh, voilà mon papy, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ça? c'est un segment de low card qui, pour le coup, lui fait bien son office. J'ai aucun souci avec cette low card là qui était qui est plutôt sympa. En fait, tu vois, en fait, c'est ça qui est. Enfin, je sais pas si c'est bien ou pas, mais quand tu commences à avoir pas mal de catch, du coup, tu le sens venir à 10 kilomètres. En fait, tu vois déjà Natalia qui est avec son gros bouquin Guinness des records. Alors c'était sympa parce que t'as Alia qui lui fait non mais je sais même pas que ça existe encore le Guinness du record. C'est vrai que t'as l'impression que c'est un truc d'un autre temps, un peu comme Natalia. Donc attention, elle parle de record, elle dit qu'elle va faire un record. Ensuite, tu la vois attaquer Alia juste avant le match, et là tu te dis, bah, à tous les coups, dès que ça a sonné la cloche, elle va se recontrer, ça sera terminé comme ça. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Contre roll-up, 1, 2, 3, 3 secondes 17, nouveau truc, ça fait Alia, la petite jeune, ça lui fait un petit moment sympa pour débuter, parce que je crois que c'est son premier match en solo. Elle avait déjà catché, mais jamais en solo. Dans le main roster, bah voilà, c'est pour le coup, franchement, moi, j'ai aucun souci là-dessus. Moi, ça me pose bien moins de problème que finalement les segments avec Naomi où tu es censé être de la mid-card où ça ressemble à la low-card. Ouais, ouais, moi ça me pose pas de problème non plus parce que c'est vraiment une toute jeune qui débarque contre une vétéran. On la met en avant. SmackDown a besoin de babyface féminin, donc pourquoi pas tenter de la faire avec Alia. Là, ça a plutôt marché sur cette affaire. Le public a plutôt bien réagi avec elle, donc c'était bien fichu. C'était extrêmement rapide pour le coup. Donc voilà, pas de problème moi non plus particulièrement avec ce segment Alia Natalia. On va pas quitter les filles parce que on revient dans le ring avec Michael Cole qui va présenter, donc comme elle était annoncée toute la semaine sur tous les réseaux sociaux, et bien voilà, Lita est là, Lita est à SmackDown, une énorme ovation du public. Elle arrive sur le ring, elle dit que ça y est, elle est de retour à la maison, enfin. La foule va scander son nom pendant un bon moment, ça va lui donner des frissons, j'imagine, à la Lita. Cole va lui demander pourquoi Lita veut revenir pour participer au Royal Rumble match. Elle explique que bah, sa carrière, ça a été un peu une course folle, mais que maintenant, pour elle, il lui reste un run à faire et qu'elle participera au Royal Rumble, qu'elle va gagner le match et qu'elle fera le main event de WrestleMania. Donc là, elle nous parle d'un gros run, hein. On Oui, parle quand même sérieux. de gagner le Rumble et faire le main event de WrestleMania derrière, quoi. Donc là, c'est pas, elle est pas là pour un run de rigolade apparemment. Là-dessus, la Queen va se faire interrompre, hein. Pardon, Lita va se faire interrompre par la Queen, la championne de SmackDown, qui arrive sur le ring très lentement. Elle va expliquer une fois qu'elle est face à Lita, elle va expliquer qu'une fois qu'elle rentre dans le Royal Rumble en tant que championne et lorsqu'elle aura éliminé Lita, le parcours sera terminé, le run sera over. Et Charlotte, elle se demande comment Lita elle va supporter cette humiliation, hein, de la voir mettre fin à ses rêves de WrestleMania. Elle lui explique que Trish Stratus, elle a supplié Charlotte pour avoir un match à SummerSlam et que bah, Charlotte, elle ferait la même chose à Lita qu'elle a fait à Stratus. Là-dessus, Lita va gifler Charlotte au visage et va lui porter le Twist of Fate. Alors, Charlotte, par contre, no selling sur cette affaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle qui est habituelle, enfin là-dessus, moi j'ai pas de problème avec elle dans le ring et tout ça. Elle vend les coups et tout. Là, je sais pas, complètement foiré, un peu botché là cette affaire du Twist of Fate de Lita. C'est un peu dommage parce que tout était bien amené, le public était très chaud, ça a super bien marché. Toute l'arrivée de Charlotte, la bronca quand elle a commencé à parler, qu'elle a commencé à expliquer qu'elle allait dégager Lita du Royal Rumble match. Bref, tout collait bien. Et puis, bah, il y a ce truc un peu qui vient un petit peu. C'est un petit peu dommage. Moi, j'étais un peu surpris en fait. Mais je sais pas ce que t'en as pensé, papy. Ah, moi, c'est marrant parce que moi, ça m'a pas du tout choqué. Alors, j'ai revu la vidéo après pour comprendre un peu les récriminations contre Charlotte. Je me demande si c'est pas parce qu'elle est en talon ou une connerie comme ça et que du coup, elle est pas du tout à l'aise pour en talon faire sceller un twist of fate, c'est galère. Fate, c'est galère parce qu'elle le scelle, hein, mais juste elle galère en fait à se coucher en fait. Donc je pense elle a dû être emmerdée par je pense par ses chaussures. Après, je suppose parce que j'arrive pas à voir les photos, les chaussures sur la photo en fait, mais j'imagine que c'est ça. Pour le reste, j'ai trouvé.
que Lita avait eu un argument qui est choc et qui a totalement changé ma façon de voir un peu sa participation au Rumble. Parce que c'est vrai que finalement, à chaque fois qu'on a des anciennes stars qui reviennent, tu dis, oh, c'est mignon, ils viennent au Rumble, ils viennent faire coucou, c'est pour faire plaisir au public, tout ça. Mais t'en as jamais un ou une qui dit, bah non, mais moi je viens pour gagner en fait. Et c'est ça la vérité, c'est qu'elle vient au Rumble, mais elle vient, elle participe, mais en tant que participante, bah, son espoir c'est de gagner et donc du coup de faire le main event de WrestleMania. Et j'étais totalement logique comme raisonnement. Puis je me dis, mais en fait, c'est con qu'on l'imagine pas d'habitude quand on voit des anciennes stars, quoi. Donc, voilà. Donc, on se disait que c'était un peu con qu'il y ait une ancienne star qui soit annoncée à l'avance plutôt que de faire une surprise. Mais en l'occurrence, elle a super bien vendu le truc et donc j'ai trouvé ça super bien fait. Euh, que dire d'autre? Merde, j'avais un autre truc et j'ai zappé. Mais c'est pas grave. Non, Bah, je lui non. souhaite tout le bonheur. Et si oui, il y a un autre argument aussi qui était bien, c'est qu'elle a dit qu'elle, à son époque, n'est pas au Royal Rumble. Et donc forcément, elle ne pouvait pas y participer autrement qu'en s'incrustant dans celui des mecs. Et donc là, bah, finalement, elle réalise un peu son rêve, même si je crois qu'elle avait déjà fait un Royal Rumble féminin de mémoire. Il me semble aussi, oui. Et je pense Euh, que voilà, son rêve, c'est de le gagner du coup. C'est plus que c'est sans sens là. Après, toutes les anciennes qui sont annoncées dans le Royal Rumble n'ont pas forcément toute la même magnitude en termes de notoriété, de star power que peut l'avoir Lita. On imagine quand même qu'en ce moment, dans le roster de la WWE, il y a quand même Beth Phoenix et Lita aussi qui pourraient être susceptibles de se croiser, qui sait. Et c'est assez incroyable. Après, sur ce qui concerne, donc j'ai appuyé un peu sur l'histoire du Twist of Fate pas super bien vendu par Charlotte. Je lui tiens pas rigueur de ça en fait. C'est juste, j'étais surpris et ton explication avec les talons est tout à fait bien et tout à fait technique. Et je pense que ça explique complètement pourquoi un peu ce truc un petit peu foiré. Euh, Lita, est-ce qu'elle va rentrer maintenant dans le top 5 des favoris de ce Rumble? Hein, eh ben écoute, pourquoi pas? Parce qu'avec cette blessure de Sasha Banks qui a rebattu les cartes dans la division féminine, et ben du coup, ça peut s'envisager cette affaire. Bah, Qu'est-ce que t'en alors, penses? Lita, je sais pas. Mais par contre, moi, du coup, elle me fait voir d'une manière totalement différente les anciennes. Que ce soit elle, que ce soit Trish Stratus, alors les Bella, j'espère vraiment pas, mais pourquoi pas les Bella, voire Beth Phoenix. Beth Phoenix, il pourrait très bien enchaîner son match intergender et le Royal Rumble derrière, tu sais, en entrant 30 ou une connerie comme ça. Pourquoi Et ben pas, là, ouais. du coup, je me dis, bah, elle a totalement rendu crédible la victoire d'une ancienne, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais, franchement, ça m'a pris par surprise, en fait, comme argument. Et du coup, bah, j'étais content parce que ça m'a vraiment bien impressionné. Et je pense que Lita m'a écouté au comptoir du catch où j'ai dit que les anciennes ne servaient à rien dans l'histoire du catch féminin. Bah voilà, elle va me prouver le contraire. Euh, Va te prouver le contraire, oui, je pense c'est possible. Quand on en avait parlé, hein, Lita, en particulier pendant notre comptoir du catch, troisième édition consacrée aux femmes de la WWE. Donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous renvoie vers ce comptoir du catch que nous avions fait tout simplement la tag team gériatrique ensemble, mon cher papy. Et je pense que là, nos auditrices et nos auditeurs auront à peu près toutes les réponses qu'il leur faut. Allez, on continue dans ce SmackDown. Euh, on a un bon match et un match avec deux catcheurs que j'aime en tout cas moi, Sheamus et Ricochet. Et alors depuis la blessure de Ridge Holland, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, Sheamus, bah, lui, il se prend pas la tête, hein. Il repart tout seul. Il est sans aucun souci. Il va affronter Ricochet dans un match qui va durer quasiment 10 minutes. Les deux vont s'envoyer. Super. Ça va partir. D'abord, on va se tenter un peu. Ricochet va essayer de pas trop l'emmener sur le terrain de la voltige pour éviter justement un peu les coups de pied et close line du Sheamus. Et ça va commencer un peu par du lock-up. On va tenter de la soumission. Finalement, Sheamus va réussir à choper le Ricochet, va partir pour un slam, mais va se faire contrer et va se faire emmener au sol par un gros takedown du Ricochet, d'ailleurs qui a surpris le public quand il y a eu un ouh. Et parce que surpris de qui nous chope le Sheamus de 120 kilos là, finalement le Sheamus, alors ça va pas lui plaire hein, par contre, hein, ça va le mettre en colère, ça va attaquer au shoulder tackle, ensuite à coup de clothesline, Ricochet va revenir avec un back body drop pour envoyer Sheamus à l'extérieur du ring. Là-dessus, il va effectuer un méga plongeon du haut de la troisième corde vers l'extérieur. Sheamus va riposter, ça va commencer à se tabasser un peu ringside. Il va envoyer Ricochet, entre autres,
sur le bas de l'apron du ring, quoi. Sheamus va tenter une souplesse arrière, Ricochet va contrer et va réussir à porter un springboard crossbody. Là-dessus, il va vouloir tenter un moonsault sur l'arrière de la tête de l'Irlandais. Sheamus va réussir à s'en sortir, va esquiver aussi une tentative de splash. Et là-dessus, Ricochet va vouloir porter un sunset flip Powerbomb. Alors là, moi, je n'en revenais pas que Ricochet porte son sunset flip Powerbomb sur Sheamus. La dernière fois, moi, quand je l'avais vu faire ça, je crois que c'était sur 1000 Muertes à la Lucha Underground, sur un gabarit comme celui-ci en tout cas. Et il va convenir pour le compte de 2 alors que j'ai sursauté vraiment, j'ai cru à la victoire. Et Ricochet là-dessus enchaîne et je trouve qu'il fait bien tactiquement parlant. Il s'élance dans les cordes, mais là, Sheamus va nous faire sa spéciale avec les voltigeurs. Et pendant le moonsault, contré avec un gros brogue kick dans la gueule. 1, 2, 3. Au bout des 10 minutes, victoire de l'Irish Warrior. Papy, à toi la parole. Bah là, c'est mieux. C'est mieux. Moi, c'est un match où j'ai bien remarqué. Bon, là, après, je suis pas neutre parce que Sheamus était déjà un de mes chouchous à l'origine. Mais alors là, depuis un an, il est vraiment dans mon top de top. Et à chaque fois que j'ai un match, qu'il y a un match avec lui, du coup, je le regarde parce que je sais que ça sera bon. Et bah, pas de surprise, c'était bon. Ricochet aussi a bien suivi le rythme. Euh, Là, pour le coup, bah voilà, on parlait tout à l'heure de placement de cartes. Et ben là, on est dans la mid-card et on a du coup 10 minutes pour la mid-card. C'est logique. Des catcheurs qui, depuis quelques semaines, se montrent un peu, puis qui restent un peu, puis qui, du coup, vont être pas du tout des favoris du Rumble. Par contre, des mecs que tu attends au Rumble. Euh, Bah, c'était joli, effectivement. Il y a eu alors j'ai oublié le nom de la prise que tu as cité tout à l'heure, là, le springboard, machin chouette, Le sunset flip Powerbomb. cette flip powerbomb, bluff, voilà. Parce qu'il fait en plus en partant de l'essor du ring, c'est ça qui est impressionnant. Bah, en fait, les deux sont bons et les deux combinent parfaitement. Puis du coup, bah, on a un très bon match pour ce SmackDown. Ouais, un très bon match pour ce SmackDown, ouais, clairement, ouais, c'était vraiment top, quoi. Donc vraiment rien à redire là-dessus. Ils ont délivré la marchandise. Une victoire comme une défaite ne sert ni à l'un ni à l'autre. J'ai envie de dire, là, on est vraiment dans un match de mid-card avec pas de programme défini pour les deux. On se demande vraiment. Sheamus gagne beaucoup en ce moment, hein. En ce Ouais, moment, c'est Sheamus, par Sheamus contre, qui gagne, hein. ouais, Sheamus gagne ses matchs, ouais, c'est clair, ouais. Mais bon, ça n'empêche qu'il navigue un peu à vue, quoi. Et quand tu penses que ces gars-là, comme ça, naviguent à vue, alors qu'il y a le titre intercontinental où il se passe rien depuis des mois, c'est quand même fou, quoi. C'est vraiment. Alors que le titre intercontinental est quand même normalement là, justement, pour animer la mid-card, c'est le titre intermédiaire, donc c'est assez incompréhensible, ça, ce qui se passe avec ça. Mais en tout cas, ça nous donne un bon match de catch, donc ça, c'est déjà un point positif. Ouais, mais en fait, c'est ça le problème avec le titre intercontinental, c'est que Nakamura l'emmène en low card, en fait. Donc, du coup, bah, il est plus là pour occuper les gens de mid card. Eh oui, c'est exactement ça. Allez, on continue. Alors, on continue avec nos amis Madcap Moss et Happy Corbin qui sont là toutes les semaines en ce moment, papy, toutes les semaines. Ben, on en reparlera, mais je pense que c'est des gens sur qui ils comptent bien côté WWE. Oh oui, là, je crois. Donc, qui ont droit à leur segment micro, etc. Donc, finalement, c'est un peu le truc habituel. Il y a un match ce soir, puisque Madcap Moss va affronter Kofi Kingston. Alors, le pauvre Kofi Kingston, donc, vous le savez peut-être déjà, Xavier Woods est donc blessé. Il sera absent du Royal Rumble. Alors, le Kofi Kingston se retrouve totalement démuni. Biggie est à Monday Night Raw. Xavier Woods est sur la touche. Donc, il vient quand même, il bosse le Kingston et il vient nous offrir un petit match face à Madcap Moss qui est dans une tenue bretelle et ceinture. C'est, je crois, le patron qui se méfie des gens qui portent des bretelles et ceintures. Ou si ce n'est toi, papy, d'ailleurs, aussi. On va avoir un match assez rapide, un match qui va durer 5 minutes 01 exactement. Kingston sera bien défendu, quoi. Il va esquiver plusieurs coups. Il y a une bonne masse, quoi. C'est Eugène 2.0, notre ami Madcap Moss, quoi. Il va tenter d'ailleurs de jeter Kingston par-dessus la troisième corde, mais Kingston va tirer les cordes pour pouvoir envoyer Moss à l'extérieur. Là-dessus, Kingston va nous gratifier d'un magnifique plongeon sortant Moss et Happy Corbin. Finalement, Moss va aller se castagner dans le coin avec Kingston, qui va lui claquer un bon coup de coude dans la mâchoire. Kingston va exécuter son jumping lariat. Il va réussir le boon drop. On pense à la victoire. Mais finalement, il va tenter le SOS. Moss va le contrer, va l'enchaîner et va lui placer son finisher. Je n'ai pas le nom de son finisher. Et va le couvrir pour le compte de 3. 1,
2, 3, victoire de Matt Catmos face à Kofi Kingston. La midcard continue son petit chemin dans ce SmackDown, Papy. Continue à vivoter cette petite card. Euh, on en parlait, le Karidik Moss, j'ai l'impression que c'est vraiment lui sur qui il mise en ce moment sur SmackDown. Au moins, ça on pourra pas reprocher, c'est qu'il tente de mettre en avant les nouvelles têtes. Et Riddick Moss en fait partie. Alors, c'est étonnant parce que c'est vraiment pas le gars sur qui moi j'aurais misé au départ, mais mine de rien, ils arrivent quand même à le montrer puissant. Là, il bat quand même un ancien champion du monde. C'est lui qui finit en catch en totalité à la place de Corbin. Bon, ça me dérange moins que Boogs et Nakamura parce que Corbin, en l'occurrence, c'est pas champion, donc c'est beaucoup moins gênant. Et puis voilà quoi. Par contre, j'ai le truc sympa, c'était le quand du coup en fait Kingston a annoncé l'absence de King Woods au Eh Rumble, il oui, a j'ai dit qu'il oublié, ouais. devait que du coup King Woods avait nommé je vais y arriver, Kingston pour du coup le remplacer et être là dans le Rumble. Bah là t'as la foule qui a popé comme pas possible. Bah tout le monde a envie de voir Kofi au Royal Rumble, moi le premier. Oh bah oui, bah là, moi je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de doute, hein. Je pense que Kofi sera au Royal Rumble. Là, franchement, là, je vois pas comment ça peut se passer autrement. Allez, on termine ce Friday Night SmackDown. Le main event catch c'était donc ce Madcap Moss versus Kofi. Et là, on termine avec le champion universel Roman Reigns. 502 jours de règne confronte Seth Rollins. Alors c'est Seth Rollins hein, qui va arriver. Euh, euh, Seth Rollins, il est dans comment dire, il est dans un mood. Il a envie de jouer un peu les poteaux en début de promo. Ils sont tous les deux sur le ring. Rollins, il va tendre son poing pour un fist bump à la Shield. Et là, bon, là, Roman Reigns direct, ça va commencer d'entrée, quoi. Il va lui dire, bah écoute, mec, c'est indigne de toi de faire ça, quoi, maintenant, quoi. Alors Rollins va rigoler, il va dire, ouais, bah, t'es la dernière personne sur Terre que tu voulais voir la semaine dernière. J'ai gagné tous les matchs de championnat ensemble contre toi. Reigns là-dessus, il lui dit que bah maintenant, ouais, les choses ont changé, quoi. Ici, c'est chez lui. Et on est chez nous. Maintenant, c'est la tête de la table. Il est le plus grand champion universel de tous les temps. Rollins, il lui dit que, ouais, ok, mais que son Reigns, il était très bien, mais pendant que Reigns, finalement, le tenait. Alors, on aura vu des images de 10 ans auparavant, papy, ça nous rajeunit pas. Hein. Du Shield, toutes les images, tout ce qui s'est passé avec le Shield, bien sûr, il y aura des packages vidéo au long de ce show bleu pour nous rappeler tout ce qui s'est passé. Voilà, Rollins, il explique que depuis qu'il s'est séparé de Reigns, bah, il a dû compter un peu sur la Bloodline pour se relever, que c'est grâce à la Bloodline qu'il s'est relevé, et que lui, Seth Rollins, il s'est fait tout seul, il a continué son chemin, Monday Night Rollins, et que finalement c'est lui qui a créé Roman Reigns et qu'il peut le détruire quand il voudra. Reigns, il lui dit que bah, ouais, tout ça c'est une perte de temps, en fait, il est blasé, Reigns, quoi. Vraiment, il le regarde, ah, vraiment c'est une perte de temps, tu seras jamais à mon niveau, quoi. Et que bah si vraiment moi Roman Reigns j'avais envie de faire un main event contre une Megan Star au Royal Rumble, bah j'aurais plutôt choisi ta femme, quoi. Ah, Seth Rollins, totalement extatique, mais à peine a-t-il eu temps de relever la tête que les Usos vont débarquer, la Bloodline attaque, et Rollins va quand même réussir à s'en sortir dans un premier temps du côté de la table des annonceurs. Les Usos vont essayer de le chasser à nouveau. Rollins va réussir à partir de l'autre côté, côté rampe, côté Titantron, et il va finir en riant avec son rire satanique d'architraite sur la rampe de SmackDown. Ainsi s'achève ce Friday Night SmackDown du 14 janvier 2022. Bon, papy, et ben voilà, hein, ça y est, on est lancé hein, la confrontation. Les deux ex du Shield, Roman Reigns versus Seth Rollins. Go, go, go. Go, go, go. Bah, oui, oui, ça, go, go, go. Je sais pas dire, c'est peut-être un piège à gogo aussi, peut-être. Ressuscitant le Shield, histoire de donner un petit peu d'intérêt à cette confrontation qui n'en a aucun. Euh, ouais, non, je vais être méchant, mais je veux dire que je m'en fous, en fait. Parce que Rollins, il est drôle, il a, il est plutôt heal, puis il a apparemment de programme ces temps-ci, il te le fout contre Reigns qui lui a son rôle sur tout ce qui bouge, et qui parle de Lesnar à peu près en mode constant. Donc moi, je n'ai aucune attirance en fait pour ce match-là.
On a déjà eu des Rollins versus Reigns et j'aurais bien aimé la voir, mais avec une histoire, quoi. Et là, en fait, c'est posé comme ça, puis on va te ressortir deux, trois trucs du Shield. Moi, déjà, la revival du Shield, ça m'a toujours fait chier. Alors là, en l'occurrence, devenu encore plus de nulle part que d'habitude, et bah du coup, ouais. Donc je vais pas non plus dire que c'est pourri parce que bah, c'est deux bons mecs et ils ont fait un segment micro propre, honnête, tout ça. Par contre, la rivalité en elle-même, moi, je suis pas hypé du tout, quoi. Ouais, belle punchline de la tête de la table. Après, écoute, c'est une rivalité, encore une fois, de transition. Pour moi, c'est une rivalité de court terme. Donc, fatalement, on est le 14 janvier, le Rumble, c'est le 29 janvier. Je crois que pour des raisons de Covid, pour des raisons de blessures, pour diverses raisons, la WWE a décidé de mettre Rollins dans la title picture de SmackDown. Je pense que c'est lié aussi au booking de Brock Lesnar, tout ça, ça doit être assez compliqué. Peut-être que ça nous échappe un peu de toute façon de pourquoi ça a été décidé de cette manière-là, parce que oui, moi aussi, ça me paraît complètement étrange et que c'est un peu un match out of nowhere. Après, c'est un match qui est facile aussi pour la WWE à vendre, Ah, tu ils se vois. font pas chier, hein. Et ouais, ils ont de l'image à gogo entre Rollins et Roman Reigns. Donc c'est pour la WWE, c'est une vraie solution de facilité. Il y a encore une voie de la paresse. Mais ça, c'est pas la première fois dans les SmackDown qu'on en parle ensemble et qu'on dit que ça fait plusieurs semaines que SmackDown choisit la voie de la paresse. Bah, et aussi, ce que je disais au début, en fait, c'est que quelque part, j'ai l'impression que c'est aussi le contre-coup de ce qu'ils ont fait ces derniers temps, d'avoir des champions ultra forts et aucune opposition. Bah, du coup, bah, au bout d'un moment, à force de rouler sur tout le monde, bah, il n'y a plus personne en face, en fait. Et puis, parce que là, c'est Rollins, mais si on t'avait dit, toi, qu'est-ce que tu vois au Rumble pour un adversaire de transition pour Roman Reigns, bah, je suis pas sûr que tu aurais trouvé quelqu'un non plus, en fait. Mais, et donc voilà, donc je pense que c'est aussi le piège qui s'est refermé un peu sur eux de ne pas avoir prévu la suite. Alors la suite sera certainement Lesnar, mais ça commence enfin, si tu as à chaque fois tous tes œufs dans le même panier, c'est compliqué parce qu'une fois que tu auras enlevé Lesnar de Raw, qu'est-ce qui restera à Raw? Bah, plus grand chose parce que c'est pareil, ils auront tout détruit. Peut-être Lashley, mais bon, c'est pas le sujet du soir. Peut-être Lashley, oui, c'est peut-être Lashley, on verra, on verra effectivement. Et ben voilà, écoute mon papy, c'était la fin de ce Friday Night SmackDown. Il est donc temps de délivrer ton top, ton flop et ta note. Ça va être complicado. Le top, allez, je vais le donner je vais pas le donner à du catch comme ça, toi tu pourras le donner à du catch. Je vais le donner à Sami Zayn qui m'a bien fait marrer. Mon flop, j'hésite entre les tag teams ou enfin pas Natalia, plutôt Naomi et Sonia Deville. Allez, on va dire Naomi et Sonia Deville, on va quand même sauver le catch. Et ma note, je suis partagé parce qu'en fait finalement je passe pas un mauvais moment, mais j'ai l'inquiétude toujours de la suite avec SmackDown qui commence vraiment à être importante et à chaque fois je me dis où est-ce qu'ils nous emmènent, ils savent pas où ils vont, quoi. Et là, du coup, je vais décider de sanctionner un poil cet épisode, du coup, par rapport à mes notes de d'habitude, en descendant à 2,75. Il y a eu des bonnes choses, mais voilà, là, je vois pas la bigger picture de SmackDown. Je pense qu'ils savent pas où ils vont et qu'ils attendent juste que Lesnar revienne et du coup, ça me rend plus que perplexe. Ok, et bah écoute, mon flop, je vais le donner. Ah, j'hésitais. Euh, Mon flop, moi, je vais le donner en fait au fait de voir Cesaro en tag team avec Mansour. Et c'est Oh pas lié à bah alors, c'est pas lié à Mansour. J'en veux pas à Mansour particulièrement. J'avoue que, enfin, franchement, ça m'a un petit peu abattu de voir Cesaro apparaître avec Mansour. Alors, ça se trouve, c'était uniquement un one shot, c'était peut-être uniquement pour faire le nombre. Il y avait peut-être un problème parce que Ali est absent, donc ils l'ont déjà fait l'équipe, hein, Cesaro Mansour. et ils l'ont déjà fait l'équipe Cesaro Mansour. Donc les mecs avaient déjà travaillé ensemble. Donc j'espère, je m'accroche à cette idée. Mais si jamais c'est pas le cas et que vraiment ils repartent avec un Cesaro qui a été 7 fois champion du monde par équipe, qui a eu un nombre de partenaires quand même assez impressionnant.
J'aimerais bien que vraiment Cesaro il fasse autre chose que ça. Donc vraiment ça m'a vraiment pas plu du tout. Et mon top, bah tu vas être étonné parce que mon top, bah moi je vais pas du tout le donner à du catch ou à quoi que ce soit. Mon top, je vais le donner à Samantha Irvine. Samantha Irvine qui est l'annonceuse au micro, la ring annonceuse au micro à SmackDown depuis quelques temps et qui Ouais, là peu de est temps, oui. passée à SmackDown et qui a commencé, c'était tout simplement son tout premier SmackDown, une rookie en tant qu'annonceuse du ring, ce qui n'est pas forcément toujours simple, et aussi un poste à haut risque pour se faire virer assez facilement à la WWE. Donc bienvenue à Samantha Irvine, une, ma foi, très jolie métisse. Et bah écoute, ça y est, bienvenue à elle. Et puis bah ma note, t'as mis combien toi déjà? Lui 275, mais juste Ouais, pour ouais, rapport ouais, à ton ouais. top, par rapport à ton top, tonton, est-ce que tu as peut-être botché un peu? C'est l'ancienne de NXT, c'est ça? C'est pas l'ancienne. Ce que tu as dit, c'est elle était à SmackDown avant, mais elle était pas à SmackDown Non, avant, c'est pas ça non, par le cas. j'ai dit de NXT. Bah non, il me Ah, t'as semblait bien dit que de j'avais dit. SmackDown. Ben, c'est Ah pas ouais? grave. Ah bah excusez-moi, j'ai botché, mais il me semblait bien que j'avais bien dit NXT, mais non, non, bah écoute, oui, oui, et en tout cas, voilà, c'était ses débuts à Omaha, dans le Nebraska. Donc elle est venue bien se geler pour nous annoncer la venue de Roman Reigns. Eh bien, bienvenue. Et donc, j'ai donné 2,75, moi. Et t'as donné de 75, et bah moi, écoute, ouais, je vais être dans ces niveaux-là de toute façon. C'était pas super emballant. En fait, moi, le problème, c'est que ce SmackDown, c'est l'opener a été cool pour moi. Et puis après, bah, tout le reste, de la mid-card. Euh, donc oui, si j'avais dû donner un top catch, de toute façon, je l'aurais donné tout simplement à Ricochet et Sheamus. Euh, donc c'était assez faiblard, hein. Je me suis pas éclaté. Belle punchline de Roman Reigns, mais ça fait pas tout un show. Ça fait pas un main event pour moi cette affaire-là. Donc moi je vais donner que la moyenne à ce SmackDown. Je vais lui donner un 2,5. Voilà, ça ira pas plus haut. J'espère que la semaine prochaine va aller beaucoup plus haut. La semaine prochaine, ah non, on sera pas encore au Go Home Show du Royal Rumble, mais j'attends franchement quelque chose de beaucoup plus fort à SmackDown. Je suis un peu déçu par SmackDown ces dernières semaines, alors que je trouve que Monday Night Raw va bien et va très bien, mon petit papy, si tu l'as vu ce Monday Night Raw. Oui, ben c'est l'effet Brock, Ouais, déjà, Lesnar. déjà. Et donc, c'est pareil, c'est lui qui aidait en fait finalement SmackDown à surnager ces dernières semaines. Et puis, comme il n'y est pas, c'est moins intéressant. Et comme il a Raw était plus intéressant. Mais qu'est-ce qui va se passer quand inévitablement Lesnar va repartir vers Reigns parce que comme il passe son temps à en parler, donc je pense que il a envie de retourner en rivalité avec lui. Je ne sais pas dire. C'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué que la WWE construise pas plus ces histoires. Mon seul bon truc, c'est qu'ils, face à Lesnar, ils sont en train de construire un super Lashley pour lequel je trouve qu'il travaille pas mal. Et du coup, je me dis, avec un super Lashley, peut-être qu'on aura quelque chose qui tiendra la route à Raw une fois que Lesnar sera parti, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'y compte vraiment. Et d'ailleurs, moi, je le dis tout de suite, moi, je vote pour Lashley champion au Rumble. Voilà, je le dis. D'accord. Bah écoute, on a quelques réactions dans le Discord sur ce SmackDown là. Il y a Gilou et Gino la main froide qui sont là. Alors bon, il parle pas mal de Nakamura quoi, hein, voilà, voilà. Gilou il explique qu'il est triste que Nakamura ne foute rien avec le titre intercontinental, que sur les titres par équipe lui il a pas grand chose à dire, pour lui tout va bien, reste plus qu'à envisager un futur changement de titre d'ici février ou avril. Alors, par contre, tiens, Sami Zayn, papy, lui, il considère que le gimmick malchanceux de Zayn le décrédibilise et que ça le met dans un espèce de rôle de jobber. En fait, je pense que Gilou a peur que Zayn job pour Johnny Knoxville, ce que je Possible. pense que n'est pas idiot hein, comme raisonnement. Hein. Ça Et ne pas impossible, mais ce serait pas non plus une catastrophe, hein. Je sais bien qu'on a envie que nos chouchous ils soient tout le temps tout en haut de la carte, tout ça, mais quand t'es pas en haut, bah, faut au moins que tu sois quelque part. Et Sami Zayn, il est tout le temps là. Il a tout le temps une place. Donc moi, je m'inquiéterais pour Zayn le jour où on le verra plus du tout. Là, pour l'instant, on le voit tout le temps. Il l'a re-signé. Je pense qu'on peut plutôt être confiant pour lui, hein. Et là, ce qui me dit, et c'est franchement, il me rappelle un peu ce que faisait Seth Rollins quand il était un peu retombé un peu plus bas dans la carte. Et je trouve qu'il est un peu comme ça, Zayn en ce moment. Donc, Seth Rollins, c'est un très bon exemple pour Zayn, hein. Donc, moi, je m'inquiète pas du tout. ouais, et donc Gilou, pour terminer,
Il nous parle d'Alia aussi, oui. Pour lui, Alia, on continue à la pusher, que c'est très bien comme ça, mais ça suffit les roll-up. Ah ouais, mais ça, mon Gilou, ça suffit les roll-up. Bienvenue au Bridging O'Connor roll zone, roll-up zone. Ça donne pas de véritable victoire à une face. Ah, ça se discute, quoi. Hein. Justement, bah, si tu nous as écouté depuis le début, tu vas voir que c'est pas notre avis, donc je vais pas revenir dessus. Un petit avis de Gino la main froide aussi sur Nakamura. Hein. Nakamura, il fait parler dans le Discord, c'est dingue. Hein. Faut dire qu'on en a beaucoup parlé aux awards. Voilà que pour Gino Nakamura, il a sa part de responsabilité, mais il a le sentiment que le titre mid-card, il est un peu condamné à SmackDown depuis le retour de Reigns, que la scène main event bouffe encore plus de temps qu'avant dans un show qui a toujours eu du mal à mettre tout le monde en avant. Papy, un mot là-dessus? C'est pas déconnant comme raisonnement, effectivement. Reigns se bouffe tout. Après, je trouve que Reigns se bouffe surtout ses opposants en main event, en fait. Et donc, du coup, le titre intercontinental pourrait justement permettre à d'autres personnes de faire leur petite histoire dans leur coin sans risquer de croiser Reigns. Hein. Donc, après, c'est, comment dire, c'est la qualité de l'écriture de SmackDown qui est un peu en cause en ce moment. Hein. Et, et s'ils décidaient d'écrire d'autres histoires que juste la Bloodline, bah, ils auraient largement de la place pour le titre intercontinental. Et je pense que comme en plus, et Gino le souligne, comme en plus, comment ça s'appelle, Nakamura doit certainement pas être force de proposition, et bah, du coup, tu te retrouves avec Retrouve avec un papy. Je t'ai perdu. Allô, Ah, tonton? oui. Allô, Ah, tonton? voilà. Tonton? Ouais. Allô? Ça y est, je t'ai. Tu as perdu un bout de mon raisonnement, non, c'est ça? Ouais, j'ai perdu la toute fin de ton raisonnement là. Non, bah, je disais que, en fait, que déjà que la WWE savait plus raconter d'histoire hormis la Bloodline, et qu'en plus Nakamura était pas force de proposition, bah, du coup, c'était pourri. Ok. Et donc, bah écoute, je continue, c'est bien. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Là, on a par exemple, on a Gilou et Gino la main froide qui sont là sur le Discord et qui débattent sur le Friday Night SmackDown. Donc c'est parfait, ça met de l'eau à notre moulin. Et du coup, Gilou répondait à Gino à propos du main event. Alors pour lui, son raisonnement, c'est que Reigns, il a repris le titre universel, que depuis le titre intercontinental, du coup, il est retombé dans tout le bas de la carte, quoi, avec sans des manques, avec un manque de défense en weekly, en pay-per-view. Moi, j'ai même envie de te dire, mon pauvre Gilou, c'est pire que ça, hein, puisque le titre n'a pas été défendu en pay-per-view depuis WrestleMania, donc t'imagines. Et voilà, et pour Gilou, apparemment 2 heures, c'est pas suffisant avec le temps donné, sachant que c'est Ah, en véritable 1h25 hein, le temps donné. Hein. Il considère que à Raw, on a l'avantage de mettre en avant le titre US chaque semaine, avec le format de 3 heures, etc. Et que ça permet à Miz et compagnie d'avoir des promos et tout ça. Et que les différents champions à Raw ont donné de la légitimité au titre à Monday Night Raw. Miz, Rollins, Lashley, il cite un peu tout le monde. Euh, voilà, donc c'est un peu foutraque ça, mais en fait, je comprends son raisonnement. C'est alors ça, c'est une plainte, si tu veux, papy, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est une plainte que je lis sur les réseaux sociaux, moi. C'est que souvent, il n'y a pas, ouais, on dit, ouais, il n'y a pas d'équilibre entre Monday Night Raw et SmackDown. Ouais, il y a Roman Reigns, mais en fait, Roman Reigns, il a que 5 minutes de temps d'antenne parce que SmackDown, c'est trop court. pas d'accord, moi. Alors, désolé, hein, Ah ouais, non, mais tu mais donnes ton avis, on est là pour donner notre avis, mon cher ami. je suis pas d'accord, mais parce que pendant des décennies, il y a eu des shows de 2 heures et on arrivait à mettre en avant suffisamment de monde, en fait. Je pense que c'est vraiment un souci de qualité d'écriture. Je me maintiens là-dessus. Si tu regardes bien, il y a aucune histoire qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe hormis Roman Reigns? Qu'est-ce qui se passe pour Charlotte? Bah, on sait pas. Elle vivote. Qu'est-ce qui se passe pour Nakamura? On sait pas. Qu'est-ce qui se passe pour McIntyre? Oh si, il s'est fait voler son épée l'autre jour. Il se passe rien en fait. Et ils ont pas. Il manque d'idées. Il manque d'idées de suivi d'un épisode sur l'autre. Et c'est surtout ça le problème, parce que mais en 2 heures, regarde, tu tous les autres shows de catch, il y a aucun autre show de catch à part Raw qui fait 3 heures, hein. Et en plus, côté SmackDown, ils ont pas le 24/7, ils ont pas le tag team féminin. Moi, pour moi, en 2 heures, ils seraient quand même largement capables de faire au moins 2-3 histoires qui s'enchaînent, quoi. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce manque de temps. Moi, au contraire, trop de temps, bah, ils vont rajouter de la merde à la place. Donc, je suis pas forcément pour, parce que c'est pour récupérer des segments 24/7 et compagnie. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment gagnant.
Ah oui, non, ça par contre, ça, je suis bien d'accord, hein, ouais, si c'est pour se taper de la low mid-card de bas étage, non, 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 c'est non. Non et non, définitivement non. Bah voilà, bah écoute, c'est un peu le bilan de ce Friday Night SmackDown du 14 janvier 2022 à Omaha, Nebraska. Peuple de catch-up, si comme Gino et Gilou, vous avez envie de laisser vos avis sur les différents shows, etc., et bah écoutez, dans notre Discord, nous avons des topics dédiés pour cela. Et nous n'hésitons pas, vous voyez, à vous citer à l'antenne pour participer au débat permanent du grand cirque de l'ignoble sport et de la WWE. Et pour retrouver tout ça, et bah écoutez, c'est très simple. Vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos concernant toutes les reviews et les émissions spéciales. Alors en ligne, pour mon papy, il y en a plein, hein, il y en a Il y a partout. de quoi choisir là. Oh là là, alors là vous avez donc les Catch-up Awards 2021 qui sont tombés lundi en début de semaine. Petite émission de 4h20 qui devrait passer sans aucun problème. Vous pouvez suivre ça comme une série Prime Vidéo. Voilà, 1 heure de temps, 1 heure chaque jour. Vous avez Il y a de quoi s'occuper là. Hein. ah ouais, il y a de quoi faire là, il y a de la matière. Vous avez donc Monday Night Raw. Alors Monday Night Raw, c'était un événement puisque c'était tout simplement la 300e analyse de l'histoire de catch-up, 300e analyse de Monday Night Raw, je précise bien, de Monday Night Raw, avec Irem, qui est donc le patron et un originel de l'équipe et qui donc était à la première et donc était à la 300e, donc c'était quand même quelque chose. Énorme review de Monday Night Raw. Un compteur du catch, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la review consacrée aux femmes de la WWE. Un autre compteur du catch qui va sortir incessamment, en l'occurrence consacré à la All Elite Wrestling avec Tao, la Taloche et moi-même. Voilà, tout ça, ça se passe chez nous. On est chez nous. Toutes les bonnes plateformes de podcast pour ne manquer aucun épisode, c'est Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Je le répète, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. La chaîne, elle a été revue du sol au plafond. Vous savez, on est une team à Catch-up et du coup, tout le monde bosse un peu sur les différents paramètres du podcast. Et là, en ce moment, on a un papy qui a décidé de faire du rafraîchissement, qui a sorti les pots de peinture avec le déambulateur et qui a tout retapé du sol au plafond sur cette chaîne YouTube. Elle est magnifique. On a des playlists qui, comme s'il en pleuvait. On a une page accueil avec la dernière vidéo hot en star, hein, en star power, mon cher Ah papy. là, Hein. là, Donc là, là, il y a de quoi voir là. explique-nous un peu ce travail formidable que tu as fait sur la chaîne YouTube. Ah non, mais là, j'ai juste reclassé les trucs proprement. J'ai pas fait beaucoup Voilà. plus là. Non, mais il m'a fallu à peu près 2 ans pour comprendre comment fonctionner la chaîne YouTube alors que j'avais des codes depuis perpète. Donc, on va pas non plus trop en rajouter. Et donc, du coup, c'est pour ça que je peux vous répondre maintenant parce que j'avais des petits soucis, j'avais pas bien compris comment ça fonctionnait. Donc, bon, bah voilà. Désolé pour les non-réponses des années précédentes, du coup, maintenant. Et puis bah ouais, on va essayer d'améliorer ça. Et surtout s'il y a, j'ai essayé de faire des playlists en essayant de mettre un peu de tout. Les vidéos que vous aimez bien regarder. S'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir mises en avant, bah dites-moi puis j'essaierai de ranger ça comme il faut. Ouais, ouais, enfin, en tout cas, c'est super, c'est vraiment lisible. Voilà, on a tous un peu des missions entre les montages, les vignettes, les réseaux sociaux, les chaînes à gérer, tout ça. On est un podcast entièrement gratuit, disponible sur quand même quasiment une dizaine de plateformes différentes. On en avait déjà parlé, mais je crois qu'on avait nos amis québécois aussi qui nous partagent sur des plateformes québécoises de podcast, papy. Ça, c'est assez fantastique. La Et classe. ouais, bah ouais, moi j'adore hein, quand il me partage comme ça ces liens comme ça sur Twitter de où il envoie la dernière fois il avait envoyé nos awards et la dernière de Monday Night Raw aussi. Et donc c'est assez incroyable. Donc on adore. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous suivre chaque semaine et de suivre toutes les aventures catchesques de la team Catch-up. Ainsi s'achève cette review de Friday Night SmackDown 14 janvier 2022. Je vais remercier mon partenaire Tag Team Gériatrique of the Day. Merci à toi, papy, pour ta présence et ta fine analyse. Mais merci à toi, tonton, pour
ce résumé SmackDown et cette lecture du Discord. Et j'en profite aussi pour remercier le reste de l'équipe de Catch-Up parce que là, j'ai pris tous les lauriers sur la page YouTube. Mais comme tu le disais, tonton, bah, c'est une vraie entreprise et tout le monde fait un travail pour que ça puisse être le mieux possible pour vous en termes de consommation. Consommer le produit ketchup. Ah ouais, la bouffe, vous allez en bouffer du Catch-Up là. C'est the best for business. Hein, ah ouais, là, on vous annonce, il y a des trucs qui vont arriver. De toute façon, restez chaud sur l'info avec la team Catch-Up. Allez, ainsi s'achève cette review. Peuple de Catch-Up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge. Plein d'affaces. On vous fait des bridging. O'Connor Roller. O'Connor Roll en 3 secondes. Point 17. Salut mon papy. Salut tonton et salut à tous. Mais salut peuple de Catch-Up. Lita versus Charlotte. On est d'accord que c'est Legend versus Legend. Et Legend versus Legend, mais je le dirai plus tard, mais moi je pense pas que ça sera Lita versus Charlotte. Rendez-vous au prono du Rumble. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na.